Aux funérailles de papa, mon frère a annoncé vendre la maison pour régler ses dettes de jeu. Maman a acquiescé, ton père comprendrait. Ta sœur trouvera ailleurs. L'avocat se leva, en fait, un document de 2009 stipule que la maison n'est pas dans la succession. Je m'appelle Amélie, j'ai 38 ans. Il y a 3 semaines, aux obsèques de mon père Philippe, mon frère Antoine a annoncé devant 40 personnes qu'il vendait notre maison familiale pour régler ses dettes de jeu. Ma mère, Catherine, a hoché la tête. Elle a vraiment hoché la tête et a dit, ton père comprendrait. Ta sœur peut trouver un autre endroit. Je suis resté là, entouré de parents qui évitaient mon regard, avec l'impression d'avoir été giflé en plein milieu d'une foule. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas. Il y avait quelque chose que l'avocat était sur le point de révéler. Quelque chose que mon père avait caché pendant 15 ans. Mon téléphone a illuminé mon minuscule studio dans le quartier latin, à Paris. Celui avec l'étagère IKEA, la plante d'intérieur que j'avais réussi à garder en vie pendant 6 ans, et des piles de manuels de comptabilité que je n'arrivais toujours pas à jeter. Le nom de maman s'afficha sur l'écran, ton père s'est effondré. Il est à l'hôpital Georges Pompidou. Viens maintenant. J'ai conduit 45 minutes sur des autoroutes désertes dans ma Renault Mégane de 2015, celle qui avait 190 000 km et un voyant moteur que j'ignorais depuis des mois. En arrivant sur le parking de l'hôpital, j'ai aperçu la Porsche Cayenne noire d'Antoine qui brillait sous les néons. Il était arrivé avant moi. Bien sûr, mais cela n'avait plus d'importance. Quand j'ai atteint l'USI, papa était déjà parti. La dernière fois que je lui avais parlé, c'était 3 mois plus tôt. Un appel téléphonique qui avait duré peut-être 90 secondes. Il avait demandé, « Tu vas bien ?» Et j'avais répondu oui. Puis nous étions restés en silence jusqu'à ce que l'un de nous trouve une excuse pour raccrocher. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que j'entendrais sa voix. J'étais habitué à être celle qui arrivait en dernier. Mais cette fois, j'aurais aimé arriver plus tôt. Pour comprendre ce qui s'est passé à ces funérailles, vous devez comprendre ma famille. Il y a 20 ans, j'avais 18 ans, assise à la table de la salle à manger avec mes lettres d'acceptation d'universités étalées devant moi, Paris-Dauphine, Assas, la Sorbonne. J'avais travaillé toute ma scolarité pour ces lettres, et j'avais besoin de mes parents pour savoir comment payer mes études. Ma mère a pris la lettre de Dauphine, y a jeté un coup d'œil et l'a reposée comme si c'était de la publicité. « Pourquoi dépenserions-nous ce genre d'argent pour toi ?» a-t-elle dit. « Tu es une fille. Tu te marieras, tu auras des enfants, ton mari pourvoira. C'est comme ça que ça marche. » J'ai regardé mon père. Il fixait sa tasse de café, la mâchoire serrée, sans rien dire. La même année, Antoine, mon aîné de 3 ans et déjà étudiant en 2e année à HEC Paris, recevait tout sur un plateau. Pas de bourse, juste des chèques de nos parents. Il lui avait acheté une Peugeot 308 pour ses trajets. Il lui avait loué un appartement près du campus pour qu'il n'ait pas à subir la vie de dortoir. Moi, j'ai eu une liste d'emplois qui embauchaient des jeunes de 18 ans. Alors, je me suis débrouillé seul. J'ai postulé à toutes les bourses que j'ai pu trouver, j'en ai décroché assez pour couvrir 70% des frais de scolarité à Dauphine et j'ai pris 2 emplois à temps partiel, les soirs de semaine dans un centre d'appel, les week-ends dans un café, pour couvrir le reste. 4 années à dormir 5 heures par nuit, à manger des nouilles instantanées parce que les courses étaient un luxe, à regarder mes camarades aller faire la fête pendant que je prenais des heures supplémentaires. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,8 et mon diplôme d'expert comptable qui est maintenant accroché dans mon minuscule appartement. J'ai gagné chaque lettre de ce diplôme. C'est aussi pour cela que j'ai arrêté de parler à ma famille pendant 2 ans après l'obtention de mon diplôme. Je ne pouvais pas les regarder sans ressentir le poids de tout ce qu'ils m'avaient refusé. Les filles sont les piliers de la famille. Les filles ne sont que des invités de passage, disait souvent ma mère. J'ai entendu cette phrase tant de fois que j'ai fini par y croire. Le matin après la mort de papa, je suis retourné dans la maison où j'ai grandi pour la première fois en 3 ans. C'était une maison de style mansard avec 4 chambres, dans la banlieue de Neuilly-sur-Seine, construite en 1985, avec un porche enveloppant et un jardin où j'attrapais des lucioles. C'était le genre de quartier où les gens se connaissaient par leur nom. Une classe moyenne supérieure, respectable, le décor parfait pour une famille qui semblait parfaite de l'extérieur. Antoine m'attendait à la porte d'entrée quand je me suis garé. Il m'a serré rapidement, d'un bras,
La façon dont on serre quelqu'un qu'on est obligé de saluer mais qu'on n'a pas particulièrement envie de toucher. Ça fait longtemps, sœurette, a-t-il dit. Tu as l'air fatigué. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à remarquer le sac de voyage Louis Vuitton dans le couloir, les clubs de golf appuyés contre le mur, les mocassins Gucci alignés près de l'escalier. Antoine était au chômage depuis 8 mois. Je le savais parce que maman l'avait mentionné lors d'un de ses rares appels téléphoniques de culpabilisation. Où est maman? J'ai demandé. Au téléphone avec les pompes funèbres, elle gère tout. J'ai monté mon sac de nuit à mon ancienne chambre, ou ce qui était autrefois ma chambre. Les murs étaient toujours du même bleu pâle que j'avais peint quand j'avais 15 ans. Mais tout le reste était différent. Mon lit avait disparu, remplacé par le débordement d'Antoine, d'autres bagages de marque, des boîtes à chaussures, un téléviseur à écran plat encore dans son emballage. Ma chambre d'enfant était devenue l'unité de stockage de mon frère. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, regardant la pile de choses coûteuses appartenant à un homme qui n'avait soi-disant pas d'argent, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je n'ai pas demandé pourquoi ma chambre était devenue son placard. Certaines questions répondent d'elles-mêmes. Les obsèques étaient prévues 5 jours plus tard, selon les souhaits de papa. Simple, à la maison funéraire du Bois et Fils, l'entreprise locale devant laquelle il passait tous les jours pour aller au travail. Je me suis occupé de la logistique. J'ai appelé le directeur des pompes funèbres, j'ai écrit la nécrologie, j'ai contacté des proches à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai organisé les fleurs, confirmé le traiteur et veillé à ce que les programmes soient imprimés avec la bonne photo, celle de papa d'il y a 10 ans, avant qu'il ne commence à avoir l'air fatigué tout le temps. Antoine s'est occupé de la sympathie. Chaque fois qu'un voisin passait avec un plat, il apparaissait dans l'embrasure de la porte avec son deuil bien rodé, acceptant les condoléances comme un politicien saluant la foule. Merci beaucoup de penser à nous, disait-il, la main sur leur épaule, la voix pleine d'émotion. Papa aurait apprécié. Mais derrière des portes closes, les choses étaient différentes. Je l'ai remarqué le 3e jour. Maman et Antoine avaient des conversations à voix basse dans le salon, conversations qui s'arrêtaient brusquement dès que j'entrais. J'entendais des fragments, après les obsèques, immobilier et gérer ça rapidement. La 4e nuit, je passais devant la cuisine quand j'ai entendu Antoine au téléphone. Je sais, disait-il, sa voix serrée par quelque chose qui ressemblait à de la peur. Je l'aurai bientôt, juste après cette semaine. Donne-moi juste jusqu'à. Il m'a vu et a raccroché immédiatement. C'était qui? J'ai demandé. Personne. Truc de boulot. Il n'avait pas travaillé depuis 8 mois. Je n'ai pas insisté, mais je l'ai noté dans ma tête. Une autre pièce d'un puzzle que je ne comprenais pas encore. Cette nuit-là, j'étais allongé dans la chambre d'amis, fixant le plafond, me demandant ce que mon frère était si désespéré de payer et pourquoi sa peur semblait plus grande que son chagrin. La nuit précédant les obsèques, je ne pouvais pas dormir. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je ne peux pas me calmer l'esprit, j'ai rangé. Papa avait un petit bureau au sous-sol, une pièce encombrée avec un bureau en bois et des classeurs des années 1990. Personne n'y avait touché depuis qu'il était tombé malade. J'ai pensé que je pourrais au moins commencer à trier les choses, me rendre utile d'une manière qui ne m'obligerait pas à parler à qui que ce soit. Le premier classeur était rempli de déclarations de revenus et de factures d'électricité remontant à des décennies. Le second contenait de vieilles photos, des bulletins scolaires, les miens et ceux d'Antoine et un dossier étiqueté documents importants. À l'intérieur, j'ai trouvé mon acte de naissance, quelques photos de moi bébé, et une seule feuille de papier avec un logo que je ne reconnaissais pas, Société Civile Immobilière, SCI, Familiale Beaumont, daté de 2009. Je l'ai fixé. Le document était une sorte d'accord d'exploitation, dense en langage juridique que je ne comprenais pas entièrement, mais j'ai vu mon nom dans le texte et ma signature en bas, enfantine et incertaine, l'écriture de mes 23 ans. Je me suis souvenu de ce jour, en 2009. Papa m'avait appelé et m'avait demandé de venir à la maison pour signer des papiers. Juste des trucs administratifs pour l'entreprise, avait-il dit. Rien d'important. Je venais de finir mes études, lui faisant encore confiance malgré tout. Alors, j'avais signé là où il m'avait montré sans lire les petits caractères. Je l'avais complètement oublié jusqu'à maintenant. J'ai glissé le papier dans mon sac, prévoyant d'en parler à maman plus tard.
quand je l'ai trouvée dans la cuisine le lendemain matin et que j'ai mentionné la SCI familiale Beaumont, elle a agité la main de manière désinvolte. Cette entreprise a été dissoute il y a des années. Ne perds pas ton temps à fouiller le passé. Je n'en ai donc plus parlé, mais j'ai gardé le papier. Quelque chose me disait de le faire. Les obsèques ont eu lieu un jeudi, gris et froid, le genre de journée de novembre qui rend tout plus lourd. La maison funéraire Dubois et Fils était la plus grande du coin, avec des boiseries sombres et des vitraux qui projetaient une lumière colorée sur les bancs. Plus de 40 personnes étaient venues, des parents, d'anciens collègues de l'entreprise de construction qu'il dirigeait, des voisins qui se souvenaient de lui comme l'homme tranquille qui déneigeait toujours leur allée après les tempêtes de neige. Antoine a prononcé l'éloge funèbre. Il se tenait au pupitre dans un costume Tom Ford. J'en ai reconnu la coupe parce que je l'avais vu dans un magazine, 3000 € minimum, et a parlé de papa comme s'ils avaient été les meilleurs amis du monde. Il a parlé de sorties de pêche qu'ils avaient faites, de conseils que papa lui avait donnés, du lien indestructible entre père et fils. J'étais assise au dernier rang, écoutant des histoires que je n'avais jamais entendues, me demandant si elles étaient même vraies. Les sorties de pêche peut-être, mais les conversations à cœur ouvert, le lien profond et significatif. J'avais vécu dans cette maison pendant 18 ans, et je n'avais jamais vu papa parler à Antoine de quoi que ce soit de plus personnel que les résultats sportifs. Mais la foule était émue. Les femmes s'essuyaient les yeux. Les hommes hochaient la tête solennellement. Antoine avait toujours été doué pour la mise en scène. Maman était assise au premier rang, vêtue de Chanel noir et de son collier de perles signature, un cadeau d'Antoine, aimait-elle à rappeler aux gens, même si nous savions tous que papa l'avait payé. Elle acceptait les condoléances avec une dignité bien rodée. La veuve éplorée qui maîtrisait tout. Personne n'est venu me voir. Personne n'a demandé comment j'allais. J'étais juste un bruit de fond. La fille qui était partie trop longtemps pour avoir de l'importance. Je ne savais pas que l'éloge funèbre n'était que l'ouverture. La vraie performance allait suivre. Après la prière finale, la plupart des gens commençaient à prendre leur manteau pour partir, mais Antoine est remonté au pupitre et s'est éclairci la gorge. Si je pouvais avoir l'attention de tous juste un instant de plus. La salle s'est calmée. J'ai vu maman lui faire un signe de tête depuis son siège, un geste minuscule, presque imperceptible, comme un réalisateur donnant le signal à un acteur. Notre famille a discuté de la marche à suivre, a dit Antoine, sa voix portant la même émotion répétée que dans l'éloge. Et nous avons pris une décision difficile. Nous allons vendre la maison familiale. Des murmures ont parcouru la foule. Tante Pascale, la sœur de papa, a porté la main à sa poitrine. La maison de la rue des Érables ? Philippe aimait cette maison. Je sais, a dit Antoine, secouant la tête avec ce qui ressemblait à une tristesse sincère. Mais il est temps de prendre un nouveau départ. Maman ne veut pas rester seule, entourée de souvenirs. Et franchement, l'entretien est trop lourd pour qu'elle s'en occupe seule. Il a fait une pause, laissant cela faire son chemin, puis a ajouté, nous en avons déjà discuté en famille. Maman, moi, et Amélie étions tous d'accord. Mon estomac s'est noué. Je n'avais rien accepté. On ne m'avait même pas demandé mon avis. J'ai commencé à me lever pour dire quelque chose, mais maman s'est retournée et m'a regardé. Ses yeux étaient perçants. Un avertissement, n'ose pas faire de scandale. La maison sera mise en vente le mois prochain, a poursuivi Antoine. Nous voulions juste que tout le monde le sache pour éviter les surprises. Après l'annonce, les gens se sont approchés de maman avec sympathie. Une décision si difficile. Philippe comprendrait. Vous devez faire ce qui est le mieux pour la famille. Personne ne m'a demandé ce que j'en pensais. Je suis resté figé au fond de la salle, regardant ma maison d'enfance se faire vendre aux obsèques de mon père, sans dire un mot. Mais Antoine n'avait pas fini. Il a regardé vers maman, et elle s'est levée de son siège comme s'ils avaient aussi répété ça. Je voudrais ajouter quelque chose, a-t-elle dit, lissant sa robe noire en marchant vers l'avant. Je sais que certains d'entre vous se demandent ce qu'il en est de la situation d'Amélie. Mon visage est devenu brûlant. 40 pères d'yeux se sont tournés vers moi. Amélie est une jeune femme forte et indépendante, a poursuivi maman. Son ton était le même que celui qu'elle utilisait pour expliquer pourquoi nous ne pouvions pas nous permettre quelque chose qu'elle ne voulait pas acheter. Elle a un bon travail, son propre appartement. Elle est partie il y a des années et a construit sa propre vie. Philippe serait fier de cela. Elle a marqué une pause,
penchant la tête avec un sourire triste. Elle n'a pas besoin de la maison. Pas comme Antoine. Il a eu quelques revers. Il a besoin du soutien de sa famille en ce moment. Je suis sûr que vous comprenez tous. Quelqu'un dans la foule, je crois que c'était tante Denise, a murmuré, eh bien, elle les a abandonnés pendant des années. Ton père comprendrait, a dit maman, me regardant directement. Ta sœur peut trouver un autre endroit. J'ai senti les mots atterrir comme un coup physique. Elle venait de dire à toute notre famille élargie que je ne méritais rien, que j'étais une arrière-pensée, que ce qui arrivait à ma maison d'enfance ne me regardait pas. Une cousine éloignée nommée Béatrice s'est penchée vers moi. Tu sais que ta mère a raison, ma chérie. Tu t'es si bien débrouillée toute seule. Antoine a plus besoin d'aide que toi. J'avais envie de crier. Je voulais leur parler des bourses pour lesquelles j'avais dû me battre, des emplois que j'avais exercés, des années que j'avais passées à construire quelque chose à partir de rien, tandis qu'Antoine épuisait toutes les ressources que nos parents possédaient. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée là, me sentant plus petite que je ne l'avais été depuis des années, et je n'ai rien dit. Après le service, j'ai erré dehors pendant que tout le monde restait pour socialiser. L'air de novembre était glacial, mais j'en avais besoin. J'avais besoin de respirer quelque chose qui ne ressemblait pas à une trahison. À travers la fenêtre, j'ai regardé Antoine serrer la main d'un homme en costume gris sur mesure. Ils ont échangé des cartes de visite. L'homme a remis à Antoine un dossier avec le logo d'une agence immobilière sur le devant. Il avait amené un agent immobilier aux obsèques. Maman est apparue à côté de l'homme, faisant un geste vers la porte comme si elle donnait des indications. Une minute plus tard, je les ai vus monter tous dans des voitures séparées et se diriger vers la maison. J'ai réalisé qu'ils montraient la propriété avant même que papa ne soit enterré. Je suis retourné à l'intérieur pour prendre mon sac et c'est là que j'ai entendu tante Denise parler à un groupe de cousines. Eh bien, à quoi vous attendez-vous? Amélie les a abandonnés. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas rendu visite pendant des années, et maintenant elle veut se montrer et réclamer quelque chose. Le sang, ça ne marche pas comme ça. Je me suis figé dans le couloir, caché par un pilier, et j'ai écouté. Cette pauvre mère, a ajouté quelqu'un d'autre, devoir gérer une fille comme ça en plus de perdre son mari. Au moins, Antoine est resté. Il a été là pour Catherine à travers tout. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais appelé et où on m'avait dit que maman était occupée. À tous les jours fériés où j'avais proposé de rentrer, seulement pour m'entendre dire « on fait ça en petit comité cette année ». À toutes les façons dont j'avais essayé de reconstruire des ponts qu'ils continuaient de brûler. En sortant, j'ai remarqué quelque chose de nouveau sur la pelouse de la maison funéraire. Un panneau immobilier avec une bannière bientôt disponible. Ils avaient planifié cela depuis un moment, et personne n'avait pensé à me le dire. J'ai pris une photo du panneau. Des preuves, me suis-je dit, même si je ne savais pas encore à quoi elles serviraient. Cette nuit-là, j'ai essayé de leur parler. La maison était calme. La plupart des proches étaient retournés à leurs hôtels ou chez eux, ne laissant que nous trois dans le salon. Maman dans le fauteuil en cuir de papa. Antoine allongé sur le canapé. Moi, debout dans l'embrasure de la porte comme une visiteuse dans ma propre maison d'enfance. J'ai besoin de vous demander quelque chose, ai-je dit, à propos de la vente de la maison. Maman a levé les yeux de son téléphone. Quoi donc? Vous avez dit que nous étions tous d'accord. Nous ne l'étions pas. Personne ne m'a rien demandé. Antoine a ri. Un son court et méprisant. Allez, Amélie. Tu ne fais plus partie de cette famille depuis des années. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça m'importe parce que c'est notre maison de famille. Parce que papa est mort il y a 4 jours et que vous la montrez déjà à des acheteurs. Parce que j'ai autant le droit de participer à cette décision que vous deux. L'expression de maman s'est durcie. Tu n'as aucun droit. Tu es parti. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas rendu visite. Tu n'as pas aidé quand ton père était malade. Et maintenant, tu veux te pointer et exiger d'avoir ton mot à dire. J'ai appelé. Vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de moi. Nous n'avions pas besoin de ta culpabilité. Nous avions besoin de ta présence. Antoine s'est assis, me fixant avec un regard presque pitoyable. Écoute, je vais être honnête avec toi. J'ai besoin de l'argent de cette maison. J'ai des dettes d'investissement, beaucoup.
Et si tu fais une scène à ce sujet, je dirai à tout le monde exactement quel genre de fille tu as été, comment tu as coupé les ponts avec papa pendant 2 ans, comment tu lui as brisé le cœur. Ma gorge s'est serrée. C'était ma plus grande honte, les années où j'avais refusé de parler à papa, et Antoine venait de s'en servir comme d'une arme. J'essaie d'aider la famille, a-t-il dit. Tu essaies de la déchirer. J'ai quitté la pièce sans un mot de plus, mais je n'ai pas quitté la maison. Pas encore. Je sais ce que vous pensez probablement en ce moment. Pourquoi n'ai-je pas riposté? Pourquoi n'ai-je pas appelé un avocat sur le champ? Mais voici ce que vous devez comprendre. C'était ma famille, ma mère, mon frère. Les gens dont j'avais passé toute mon enfance à essayer de gagner l'amour. Les quitter m'avait déjà brisé une fois. Je n'étais pas prête à le refaire. Si vous avez déjà été dans une situation comme celle-ci où vous défendre signifiait perdre tout ce que vous aviez toujours connu, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi que je ne suis pas seul. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, restez avec moi. 3 jours après les obsèques, maman a organisé un autre rassemblement familial, cette fois à la maison, pour discuter de la succession, a-t-elle dit, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. 15 personnes se sont entassées dans la salle à manger. Tante Denise, oncle François, ma grand-mère Élise du côté de maman, divers cousins que je reconnaissais à peine. La pièce semblait plus petite que dans mes souvenirs, remplie de corps et d'opinions, et du poids de décisions prises sans moi. Maman se tenait au bout de la table, une pile de papier devant elle. Antoine était assis à sa droite, les bras croisés, me regardant comme si j'étais un problème à gérer. Voici la situation, a commencé maman. Philippe n'a pas laissé de succession compliquée. La maison est l'actif principal, évalué à environ 850 000 €. Mon plan est de la vendre, de payer les dettes en suspens, et d'utiliser le reste pour subvenir à mes besoins pour ma retraite. Et Amélie, a demandé grand-mère Élise. Elle était la seule à me regarder avec autre chose qu'un jugement. Amélie a sa propre carrière, a dit maman calmement. Elle n'a pas besoin d'aide. Elle est partie il y a des années, a construit sa propre vie. Je suis fier d'elle pour ça. Mais c'est toujours ta fille, a insisté grand-mère. La fille de Philippe. Tante Denise, la sœur de maman, est intervenue. Avec tout le respect que je vous dois, mère, Amélie n'a pas été très présente. Elle a coupé les ponts avec cette famille. On ne peut pas partir et revenir ensuite la main tendue. Je ne demande rien, ai-je dit. Je demande à être incluse dans les décisions concernant la propriété de ma propre famille. Tu es incluse, a dit Antoine avec un sourire pincé. Tu es assise juste ici, n'est-ce pas? La salle a ondulé de rires inconfortables. J'ai senti mon visage s'empourprer. Personne ne m'a défendu. Pas une seule personne à cette table n'a dit que je méritais d'avoir voix au chapitre. Grand-mère Élise a croisé mon regard et a détourné les yeux, les lèvres serrées. Le véritable objectif de la réunion est devenu clair 1 heure plus tard. Antoine a fait glisser un document sur la table vers moi. L'entête indiquait « Avis de non-intérêt dans la propriété successorale ». Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé. C'est simple, a dit maman. Tu signes ceci et tu renonces formellement à toute réclamation sur la maison ou sur les bénéfices de sa vente. Cela protège tout le monde, garde les choses claires. J'ai fixé le papier. Vous voulez que je renonce à mon héritage? Tu ne renonces à rien, a dit Antoine. Papa ne t'a rien laissé dans son testament. Cela ne fait qu'officialiser les choses afin que nous puissions avancer sans complications. Comment savez-vous ce que papa m'a laissé? Antoine a échangé un regard avec maman. Nous avons fait examiner le testament par un avocat. La maison revient à maman. C'est tout. Ce n'est que de la paperasse. Si je n'ai déjà aucune réclamation, pourquoi avez-vous besoin que je signe? Sa mâchoire s'est serrée. Parce que nous voulons que ce soit fait rapidement. L'acheteur est prêt. Nous n'avons pas besoin qu'une fille perdue se présente dans 6 mois en prétendant qu'elle mérite une part. Et si je ne signe pas, maman s'est penchée en avant. Alors je dirai à toutes les personnes présentes dans cette pièce et à toutes celles qui n'étaient pas là exactement quel genre de fille tu as été. Comment tu as abandonné ton père pendant 2 ans alors qu'il avait le plus besoin de toi? Comment tu lui as brisé le cœur? La même menace qu'Antoine avait faite. Il s'était clairement coordonné. Signe le papier, Amélie,
a dit oncle François. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Tout le monde me regardait, attendant. J'ai pris le stylo. Le Mont Blanc de papa, j'ai réalisé, celui qu'il avait reçu pour son 20e anniversaire de travail, et je l'ai tenu au-dessus de la ligne. Puis je l'ai reposé. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Le sourire d'Antoine a disparu. Tu as 24 heures. Je suis retourné à mon appartement cette nuit-là, avec le sentiment d'avoir déjà perdu. Le studio semblait plus vide que d'habitude. Je me suis assise sur mon canapé d'occasion dans le noir, les lumières de la rue projetant de longues ombres à travers la fenêtre, et j'ai passé en revue mes options. Je pouvais signer le papier, renoncer à toute réclamation que je pouvais avoir, partir, les laisser avoir la maison. Ce serait plus facile. Plus de réunions de famille, plus d'accusations, plus de sentiments de ne pas être à ma place. Mais quelque chose en moi refusait. Peut-être était-ce de la fierté. Peut-être était-ce le souvenir de toutes ces nuits où j'avais fait des doubles quarts pour payer un diplôme que mes parents refusaient de financer. Peut-être était-ce la façon dont maman avait annoncé devant 40 personnes que je n'avais pas d'importance. Ou peut-être était-ce le papier dans mon sac, celui avec le logo que je ne reconnaissais pas, SCI Familial Beaumont. Je l'ai sorti et l'ai regardé à nouveau dans la faible lumière. Ma signature était là, en bas. Enfantine et jeune, il y a 15 ans. Papa m'avait demandé de le signer, et je l'avais fait sans question parce que je lui faisais confiance. Que avais-je signé? J'ai pensé à appeler un avocat, mais il était presque minuit et je ne savais même pas par où commencer. Puis je me suis souvenu que le programme des obsèques de papa listait un nom, Maître Gérard Lefebvre, avocat en succession, du cabinet Lefebvre, conseil de famille depuis 20 ans. J'ai trouvé le numéro dans le vieil annuaire de papa, que j'avais pris dans son bureau avec quelques autres choses. Demain, j'ai décidé, demain j'appellerai Maître Gérard Lefebvre et je lui demanderai ce que signifiait la SCI Familial Beaumont. Si je devais perdre, au moins je voulais d'abord connaître la vérité. Le bureau de Maître Gérard Lefebvre était au 4e étage d'un immeuble en briques du centre de Paris, le genre d'endroit avec des plaques nominatives en laiton, des tapis persans et une légère odeur de vieux papier. Il était plus âgé que ce à quoi je m'attendais, fin soixantaine, avec des cheveux blancs et des lunettes à monture métallique qui le faisaient ressembler au grand-père de quelqu'un, mais ses yeux étaient vifs quand il m'a serré la main. « Mademoiselle Dubois, j'espérais que vous appelleriez. » Cela m'a surprise. « Vraiment ? Veuillez vous asseoir. » Il m'a désigné un fauteuil en cuir en face de son bureau. « J'ai été l'avocat en succession de votre père pendant 20 ans. Lui et moi avions une entente. » J'ai sorti le document de la SCI de mon sac et je l'ai glissé sur le bureau. J'ai trouvé ça dans ses dossiers. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a mon nom dessus. Lefebvre l'a ramassé et quelque chose a vacillé sur son visage. De la reconnaissance, peut-être du soulagement. « Connaissez-vous la SCI Familial Beaumont » a-t-il demandé. Ma mère a dit que l'entreprise avait été dissoute il y a des années. Votre mère se trompe. Il a ouvert un tiroir et a sorti une chemise cartonnée, épaisse, bien organisée, comme s'il l'avait gardée prête. Mademoiselle Dubois, il y a quelque chose que votre père m'a demandé de vous dire, mais seulement quand le moment serait venu. Mon pouce est accéléré. Que voulez-vous dire? La maison familiale, celle de la rue des Érables, elle ne fait pas partie de la succession de votre père. Quoi? En 2009, votre père a transféré la propriété à la SCI Familial Beaumont. La maison appartient à la SCI, pas à lui personnellement. Je l'ai fixée. Alors, qui possède la SCI? Lefebvre m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous, mademoiselle Dubois. Vous en êtes l'unique membre. Vous l'êtes depuis 15 ans. Pendant un long moment, je n'ai pas pu parler. Ce n'est pas possible, ai-je finalement réussi à dire. J'aurais été au courant. Quelqu'un me l'aurait dit. Lefebvre a secoué lentement la tête. Votre père était très précis sur la confidentialité. Il ne voulait que personne ne le sache, ni votre mère, ni votre frère, ni même vous, tant que cela ne deviendrait pas nécessaire. Mais pourquoi? Il a sorti un autre document du dossier. Celui-ci était plus ancien. Le papier légèrement jauni. En 2008, votre père est venu me voir avec des inquiétudes. Il avait remarqué des changements dans le comportement d'Antoine. Des jeux d'argent, des dettes,
le début de ce qui deviendrait un grave problème. J'ai pensé à l'appel téléphonique désespéré d'Antoine à la maison funéraire, à la peur dans sa voix. Votre père aimait votre frère, a poursuivi Lefebvre. Mais il ne lui faisait pas confiance. Il savait que s'il lui arrivait quelque chose, Antoine trouverait un moyen de vider tous les actifs de la famille. Alors, il a créé une structure pour protéger le plus précieux, la maison. Oui. Il l'a transférée à la SCI en 2009 et vous a désigné, vous et vous seul, comme unique membre. L'accord d'exploitation est blindé, correctement notarié, déposé auprès de l'État, maintenu et conforme chaque année depuis. Il a payé les frais de la SCI pendant tout ce temps. Il a mis en place un petit fonds spécifiquement dans ce but. Il a pensé à tout. J'ai senti les larmes me picoter les yeux. Toutes ces années où je pensais que papa s'en fichait. Tous ces silences que j'interprétais comme de l'indifférence. Et pendant tout ce temps, il avait construit une forteresse autour de moi. Votre père n'était pas doué avec les mots, a dit Lefebvre doucement. Mais il était méticuleux avec les documents. C'était sa façon de dire ce qu'il ne pouvait pas. J'ai essuyé mes yeux avec le dos de ma main. Que dois-je faire maintenant ? Maintenant, a-t-il dit. Nous rétablissons la vérité. Lefebvre m'a laissé m'asseoir dans son bureau aussi longtemps que j'en avais besoin. Il a fait du thé, Earl Grey, dans des tasses en porcelaine qui semblaient avoir appartenu à sa grand-mère, et a attendu pendant que je digérais tout. Pour la première fois depuis la mort de papa, j'ai vraiment pleuré. Pas les larmes polies et contrôlées que j'avais versées aux obsèques. C'étaient des sanglots qui venaient de quelque part au fond de ma poitrine. Le chagrin, le soulagement et la confusion s'entremêlaient. Papa m'avait vu depuis le début. Il m'avait vu. J'ai pensé à chaque fois qu'il était resté silencieux pendant que maman me dénigrait. À chaque jour férié où Antoine était célébré et où j'étais toléré. J'avais interprété son silence comme un accord, comme la preuve qu'il pensait aussi que j'avais moins d'importance. Mais ce n'était pas ça du tout. Il n'avait simplement pas su se battre pour moi à voix haute. Alors, il s'était battu pour moi sur papier. Lefebvre m'a tendu une enveloppe scellée. Mon nom était écrit sur le devant de la main de papa. Tremblant, les lettres inégales, comme si ses mains avaient été chancelantes quand il l'a écrit. Il me l'a donné il y a 3 mois, a dit Lefebvre. Il m'a demandé de la garder jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Je ne l'ai pas ouverte là. Je n'étais pas prête, mais j'ai passé mon pouce sur les lettres de mon nom et j'ai senti quelque chose changer en moi. Il va y avoir une lecture formelle du testament, a dit Lefebvre. Je vais l'organiser pour vendredi. J'inviterai tous ceux qui étaient à cette réunion de famille. Ils vont contester ça, ai-je dit. Ils diront que j'ai manipulé papa ou que les documents sont faux. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Il a sorti un autre dossier. Celui-ci était rempli de reçus, de signatures notariées, de confirmations de dépôt. Je me prépare à ce moment depuis 15 ans. La trace écrite est impeccable. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Comment voulez-vous gérer cela, a demandé Lefebvre. J'avais arrêté de pleurer à ce moment-là. Le thé avait refroidi, mais mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des jours. Je pourrais leur dire en privé, ai-je dit. Prendre maman et Antoine à part, expliquer la situation, et éviter une scène publique. Vous pourriez, a concédé Lefebvre. Ce serait certainement l'approche la plus diplomatique, mais ils ne m'ont pas accordé cette courtoisie. J'ai pensé à l'annonce des obsèques, à la réunion de famille, à la façon dont ils avaient essayé de m'humilier pour me soumettre devant tous ceux avec qui j'avais grandi. Ils ont choisi de faire cela publiquement, de me faire passer pour la fille ingrate devant 40 personnes. Vous aimeriez donc rétablir la vérité dans le même lieu. J'aimerais que la vérité éclate de la même manière que les mensonges. Lefebvre a hoché lentement la tête. Je vais fixer la lecture formelle du testament à vendredi, 10 h du matin. J'inviterai tous ceux qui étaient à cette réunion. Votre mère, votre frère, vos tantes, oncles, grand-mère. Ils s'attendront à ce que ce soit une procédure de routine. Aurez-vous besoin de quelque chose de ma part ? Juste d'être là. Apportez le document original que vous avez trouvé. Je m'occupe du reste. Il a fait une pause, puis a ajouté, il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être utile. Patricia Chevalier. Elle a été la comptable de votre père pendant des années. Elle a été témoin de la formation originale de la SCI.
Si votre famille conteste la légitimité des documents, elle peut tout corroborer. Elle est prête à le faire? Elle attend de le faire. Elle vous a toujours apprécié, mademoiselle Dubois, et elle connaissait les véritables intentions de votre père. J'ai quitté le bureau de Lefebvre avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la certitude. Je n'allais pas mener cette bataille en criant, en pleurant ou en les suppliant de me voir. J'allais laisser les documents parler d'eux-mêmes. Patricia Chevalier vivait dans une modeste maison de ville à Saint-Cloud, le genre d'endroit avec des jardinières remplies de chrysanthèmes et un paillasson accueillant qui le signifiait vraiment. Elle était à la fin de la cinquantaine, avec des cheveux striés d'argent et le genre de visage qui vous donnait envie de lui raconter vos problèmes. Je me demandais quand tu viendrais, a-t-elle dit, me faisant entrer dans son salon. Gérard a appelé à l'avance. Du thé, s'il vous plaît. Elle a versé d'une théière en céramique pendant que j'étais assis sur son canapé fleuri, essayant de trouver comment commencer. Mais Patricia l'a fait pour moi. Ton père parlait de toi constamment. Le savais-tu? Non. Oui, il le faisait. Chaque fois que tu accomplissais quelque chose, que tu réussissais ton examen d'expert comptable, que tu obtenais une promotion, il trouvait un moyen de le mentionner. Ma fille s'en sort bien, disait-il. Elle a fait quelque chose de sa vie. Ma gorge s'est serrée. Alors pourquoi ne me l'a-t-il jamais dit? Parce que Philippe Dubois était l'homme le plus émotionnellement constipé que j'ai jamais rencontré. Elle l'a dit avec affection, pas avec cruauté. Il a grandi dans une maison où les sentiments étaient des faiblesses. Il ne savait pas comment dire « je t'aime ». Alors il l'a montré dans le seul langage qu'il comprenait, les feuilles de calcul et les documents juridiques. La SCI. J'étais là quand il l'a mise en place. J'ai été témoin des signatures, je l'ai aidé à déposer les papiers. Il m'a fait promettre de ne le dire à personne, pas même à toi, à moins que quelque chose ne tourne mal. Et maintenant, quelque chose a mal tourné. Ta mère et ton frère sont sur le point de vendre une maison qui ne leur appartient pas. Je dirais que cela compte. Elle a posé sa tasse de thé et m'a regardé directement. Ton père n'était pas parfait, Amélie, mais au final, il t'a choisi. Ne les laisse pas te l'enlever. J'ai hoché la tête. Je ne le ferai pas. La nuit précédant la lecture du testament, Antoine a appelé. Les 24 heures sont écoulées, a-t-il dit. As-tu pris ta décision? J'étais assise sur mon lit, la lettre de papa toujours non ouverte sur ma table de chevet. Je serai à la lecture demain. Bien. J'entendais le sourire dans sa voix. Apporte un stylo. Nous allons régler ça et tout le monde pourra passer à autre chose. Je te vois là-bas, Antoine. Après qu'il ait raccroché, maman a appelé. Son ton était différent, plus doux, presque suppliant. Amélie, je sais que les choses ont été difficiles entre nous, mais j'ai besoin que tu comprennes que ce n'est pas pour t'exclure. C'est une question de survie. Antoine s'est mis dans le pétrin, et si nous ne l'aidons pas, des gens vont être blessés. Quel genre de pétrin? Elle a hésité. Il doit de l'argent à des gens dangereux. Beaucoup d'argent. Plus de 320 000 €, peut-être plus près de 350 000. Je lui ai déjà donné tout ce que j'avais économisé. La maison était censée être le dernier recours. Alors, c'était le vrai chiffre, 340 000 € de dette de jeu. Mon frère s'était vidé de sa substance en courant après des vents qui ne venaient jamais. Je suis désolé qu'Antoine ait des difficultés, ai-je dit, mais vendre la maison de papa, ma maison, ne va pas le réparer. Ça va juste lui permettre de continuer. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Je te vois demain, maman. J'ai raccroché et j'ai finalement ouvert la lettre de papa. Son écriture était tremblante, les mots inégaux, mais le message était clair. Amélie, je sais que ta mère et ton frère ne t'ont pas traité équitablement. Je suis désolé de n'avoir jamais eu le courage de le dire à voix haute. Je n'ai pas été un bon père, mais j'ai essayé de te laisser quelque chose qu'ils ne pouvaient pas t'enlever. Tu es la seule à qui je fasse confiance avec ce qui compte. Papa. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai glissée dans la poche de mon blazer. Demain, je n'aurai pas besoin de beaucoup parler. Le papier ferait le travail. Vendredi matin, 10 h. Le bureau de maître Gérard Lefebvre. La salle de conférence était plus grande que son bureau privé, avec une table en acajou assez longue pour asseoir 12 personnes et des peintures à l'huile de monuments parisiens sur les murs.
Un lustre en cristal pendait au-dessus, projetant une lumière prismatique sur le bois poli. Je suis arrivé à 9h45 et j'ai trouvé Lefebvre déjà en place, des dossiers disposés à sa place, un verre d'eau devant chaque siège, le projecteur prêt au cas où il aurait besoin d'afficher des documents. « Êtes-vous prête ?» a-t-il demandé. Autant que je le serai jamais. La famille a commencé à arriver à 9h55. Maman est arrivée la première, portant du noir à nouveau, cette fois une robe de créateur que je ne reconnaissais pas, le collier de perles brillant à son cou. Elle m'a à peine regardé avant de prendre place à l'extrémité opposée de la table. Antoine est arrivé avec 15 minutes de retard, parce que bien sûr. Il portait à nouveau le costume Tom Ford, fraîchement repassé, comme si c'était une réunion d'affaires où il s'attendait à conclure un accord. Il a tapé sur l'épaule de Lefebvre comme s'ils étaient de vieux amis. « Merci d'avoir organisé ça, Gérard. Faisons vite, hein. » Oncle François, tante Denise, grand-mère Élise et une poignée de cousins se sont installés après lui. Le même casting de personnages de la réunion de famille, venu assister à ce qu'il supposait être ma défaite finale. Antoine a croisé mon regard à travers la table et m'a fait un clin d'œil. Vraiment un clin d'œil, comme si nous partagions une blague. « Tu as apporté un stylo cette fois ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste lissé mon blazer bleu marine, le même que je portais pour les réunions importantes avec mes clients, celui que j'avais acheté avec mon propre argent après ma première promotion, et j'ai attendu. Lefebvre a fermé la porte et a pris sa place au bout de la table. Commençons-nous ? Je dois faire une pause ici un instant, car c'est le moment que j'attendais de toute ma vie. Non pour la vengeance, je veux être clair là-dessus. Je n'étais pas assise dans cette salle de conférence en rêvant de faire souffrir ma famille. J'attendais d'être vu, d'être reconnu, d'avoir enfin, après 38 ans, quelqu'un qui se lève et dise que j'avais de l'importance. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, comme si, peu importe ce que vous accomplissiez, ce n'était jamais assez, alors vous savez exactement ce que je ressentais dans ce fauteuil. Aimez et commentez si vous êtes toujours avec moi, et restez attentifs. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Lefebvre a commencé par les formalités habituelles, confirmant l'identité de chacun, expliquant le but de la lecture, décrivant la structure de base de la succession de papa. Le testament de Philippe Dubois est simple, a-t-il dit, tournant les pages de son dossier. Les effets personnels doivent être distribués entre les membres de la famille à la discrétion de Madame Dubois. Son véhicule, une Honda Accord 2018, revient à Antoine. Ses comptes d'épargne, totalisant environ 47 000 €, reviennent à son épouse, Catherine. Maman a hoché la tête, l'air satisfaite. Antoine s'est penché en arrière sur sa chaise, avec l'air de quelqu'un qui regarde un cheval sur lequel il a parié prendre de l'avance. « Et la maison ?» a demandé tante Denise. « La propriété de la rue des Érables ?» Lefebvre a fait une pause. Il a enlevé ses lunettes, les a nettoyées sur sa cravate et les a remises, un geste que je réaliserai plus tard comme étant entièrement délibéré. « Concernant la maison, » a-t-il dit lentement. Il y a un problème. La salle est devenue silencieuse. Antoine s'est redressé. Quel genre de problème, a demandé maman. La propriété de la rue des Érables ne fait pas partie du patrimoine personnel de Monsieur Dubois. C'est ridicule, a dit Antoine. Il a possédé cette maison pendant 30 ans. Il a vécu dans cette maison pendant 30 ans, a corrigé Lefebvre. Mais la propriété a été transférée en 2009. La propriété est détenue par une société civile immobilière, nommée SCI Familiale Beaumont. J'ai vu le sang se retirer du visage de ma mère. Antoine avait l'air confus, comme si quelqu'un avait commencé à parler une langue qu'il ne comprenait pas. Qu'est-ce que c'est que cette SCI Familiale Beaumont, a-t-il exigé. Lefebvre a sorti un dossier épais de sous ses notes. Sur la couverture, de la main soignée de papa, se trouvait une étiquette « Document de propriété ». Ne pas détruire. Je pense, a dit Lefebvre, que nous devons discuter de la structure corporative que votre père a mise en place il y a 15 ans. Lefebvre a exposé les documents un par un, comme un croupier étalant des cartes sur une table. En 2009, Philippe Dubois a transféré la propriété de la rue des Érables dans une société civile immobilière. La SCI a été correctement formée. Le transfert a été légalement enregistré auprès du département, et tous les impôts et frais ont été payés chaque année depuis. Donc, l'entreprise possède la maison, a dit Antoine. Très bien.
Qui possède l'entreprise? L'accord d'exploitation spécifie un seul membre, une seule personne ayant le contrôle complet de la SCI et de tous ses actifs. Lefebvre m'a regardé. Toutes les têtes de la salle se sont tournées pour suivre son regard. Cette personne est Amélie Dubois. Le silence a duré exactement 3 secondes. Puis Antoine a explosé, se levant de sa chaise. C'est. Son visage était passé de pâle à rouge en un instant. Elle l'a manipulé. Elle l'a approché quand il était malade et confus. Les documents ont été exécutés en 2009, a dit Lefebvre calmement. Votre père avait 53 ans et était en parfaite santé. Les signatures ont été notariées par un notaire assermenté et témoignées par sa comptable, qui est prête à témoigner de sa compétence mentale à l'époque. Je ne crois pas ça. Antoine a attrapé un des documents et l'a scanné, ses mains tremblantes. C'est une fraude. C'est le choix de votre père, a dit Lefebvre. Fait délibérément, maintenu avec soin et légalement contraignant. Maman a finalement parlé, sa voix à peine audible. Il ne m'a jamais rien dit. 35 ans de mariage, et il n'a jamais dit un mot. Il m'a demandé de garder cela confidentiel. J'ai honoré cette demande. Je suis resté très immobile, sentant le poids de 38 ans de dynamique familiale se déplacer en temps réel. Mes tantes me fixaient. Ma grand-mère avait les larmes aux yeux. Et mon frère avait l'air de vouloir renverser la table. La maison vaut près de 950 000 €, a dit Antoine. Elle appartient à la famille. Elle appartient à la SCI, a répondu Lefebvre. Et la SCI appartient à votre sœur. Maman s'est tournée vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de trahison et de désespoir qui la faisait paraître plus âgée que ses 67 ans. Tu savais, a-t-elle dit. Pendant tout ce temps, tu savais. Je l'ai découvert il y a 3 jours, ai-je dit. Après que vous ayez annoncé aux obsèques de papa que je pouvais trouver un autre endroit. N'ose pas, a commencé Antoine. Laisse-la finir, a dit grand-mère Élise sèchement. Tout le monde s'est tu. J'ai pris une inspiration. J'ai trouvé un document dans le bureau de papa et je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai appelé maître Lefebvre pour lui demander. Il m'a dit la vérité, une vérité qu'aucun de vous n'a pris la peine de partager parce que vous aviez déjà décidé que je ne méritais pas de faire partie des décisions de cette famille. Le calme de maman s'est fissuré. Nous avons besoin de cet argent, Amélie. Antoine a des problèmes. De vrais problèmes. Il doit de l'argent à des gens qui ne négocient pas. Combien, a demandé oncle François, fronçant les sourcils. Antoine n'a rien dit, alors je l'ai fait. 340 000 € de dette de jeu. La salle a explosé. La main de tante Denise s'est envolée vers sa poitrine. Un de mes cousins a murmuré, « Mon Dieu !» Oncle François a regardé Antoine comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Ce n'est pas exact, a bégayé Antoine. Ce sont des investissements, pas je le couvre depuis des années, a dit maman, sa voix se brisant. Je lui ai donné tout ce que j'avais. La maison était censée être le dernier recours. Elle m'a regardé avec des yeux rougis. Ton père n'est parti que depuis 2 semaines et tu vas prendre notre maison. Je ne prends rien, ai-je dit. Je réclame ce que papa m'a laissé. De la même manière que vous avez réclamé tout ce qu'il vous a laissé. La seule différence, c'est qu'il s'est assuré que celui-ci ne puisse pas être pris. Le collier de perles autour de son cou a capté la lumière lorsqu'elle a baissé la tête. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit quelque chose qu'elle ne pouvait pas contester. Je me suis levé. L'attention de tout le monde s'est portée sur moi. Certains hostiles, certains curieux, certains prudemment neutres. Je sentais mon cœur battre, mais j'ai gardé ma voix stable. Je ne suis pas ici pour jubiler, ai-je dit. Et je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit. Je suis ici parce que papa voulait que j'aie ça. Il a fait ce choix quand j'avais 23 ans, et il l'a gardé secret pendant 15 ans. Cela me dit quelque chose sur ce qu'il croyait. Cela me dit qu'il a été manipulé, a craché Antoine. Cela me dit qu'il a vu ce qui allait arriver. J'ai regardé directement mon frère. Il savait que tu dilapiderais tout ce qu'il avait construit si tu en avais l'occasion. Et il avait raison. Antoine s'était lancé en avant et pendant un instant j'ai cru qu'il allait me frapper. Mais oncle François lui a saisi le bras. Assieds-toi, a dit oncle François.
Tu as fait assez de dégâts. Je me suis tourné vers ma mère. Vous pouvez rester dans la maison. Je ne vais pas vous mettre à la rue, mais ce sera dans le cadre d'un bail formel. 1 euro par mois, renouvelable annuellement, à ma discrétion. 1 euro par mois, a-t-elle répété. Et Antoine n'y vivra pas. Ce n'est pas négociable. Tu ne peux pas, je peux. La maison appartient à ma SCI. Je décide qui y vit. La salle était plongée dans un silence de mort. Je pouvais voir les calculs se faire derrière les yeux de tout le monde, le pouvoir qui changeait, les vieilles hypothèses qui s'effondraient. Antoine a besoin d'aide, ai-je dit, plus doucement maintenant. Une aide réelle, pas de l'argent à jeter au bookmaker. S'il veut se faire soigner pour son addiction, je le soutiendrai. Mais je ne participerai pas à l'encourager à se détruire. J'ai pris mon sac et j'ai regardé autour de la table une dernière fois. Je n'ai pas demandé ça, mais je ne vais pas m'excuser d'accepter ce que mon père a choisi de me donner. Puis je suis sorti. J'avais fait la moitié du chemin dans le couloir quand j'ai entendu des pas derrière moi. Amélie, attends. Je me suis retourné. C'était grand-mère Élise, la mère de ma mère, se déplaçant plus vite que je ne l'avais vu le faire depuis des années, sa canne claquant sur le sol en marbre. Grand-mère, je suis désolé. Je sais que c'était. Ne t'excuse pas. Elle m'a atteinte et a pris ma main dans les siennes. Sa prise était plus forte que je ne m'y attendais. J'ai besoin de te dire quelque chose. Nous nous sommes écartés dans une alcôve près de l'ascenseur, hors de vue de la salle de conférence. Je savais, a-t-elle dit. Quoi? Pour la SCI? Philippe me l'a dit avant de mourir. Il m'a demandé ma bénédiction. Je l'ai fixée. Tu savais tout ce temps? Il est venu me voir il y a 3 mois, juste après son diagnostic, il m'a dit qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps et qu'il avait besoin de savoir s'il avait fait la bonne chose. Ses yeux brillaient. Il m'a demandé, penses-tu que je devrais protéger Amélie? Et je lui ai dit, oui, parce que ta mère n'allait pas le faire. J'ai senti les larmes me menacer à nouveau. Pourquoi n'as-tu rien dit à la réunion de famille? Parce que ce n'était pas mon secret à révéler. Et parce que... Elle a soupiré. Je voulais voir si ta mère allait retrouver son bon sens par elle-même. Lui donner une chance de faire ce qui était juste. Elle ne l'a pas fait. Non, elle ne l'a pas fait. Grand-mère m'a serré la main. Mais toi, tu l'as fait. Tu as tenu bon. Tu ne les as pas laissés te tyranniser. J'ai appris en te regardant, ai-je dit doucement. Elle a souri. Un vrai sourire, celui dont je me souvenais de mon enfance. Tu me rappelles ton grand-père. Il était têtu, lui aussi, dans le bon sens. Elle m'a tapoté la joue et s'est retournée vers la salle de conférence. Rentre chez toi, ma chérie. Tu as mérité un peu de repos. Je gère ce qui reste là-dedans. J'étais presque arrivé à ma voiture quand Antoine m'a rattrapé. Amélie, attends, s'il te plaît. Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. J'entendais sa respiration, rauque, inégale, comme s'il avait couru. Je sais que tu es en colère, a-t-il dit. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors, explique-le. Il a contourné pour me faire face, et pour la première fois, j'ai vu au-delà du costume coûteux et de la confiance bien rodée. Mon frère semblait brisé, des cernes sous les yeux, les mains tremblantes, le désespoir d'un homme à court d'options. Les gens à qui je dois de l'argent, a-t-il dit. Ils ne sont pas patients. Ils ont envoyé des gens pour me suivre, laissant des notes sur ma voiture. La semaine dernière, quelqu'un a crevé mes pneus. J'ai peur, Amélie. Sa voix s'est brisée. Je me suis laissé déborder. Et je n'arrêtais pas de penser que je pourrais le regagner. Juste un pari de plus, un jeu de plus, et alors tout irait bien. Mais ça ne l'a jamais été. Et maintenant, je suis si loin que je ne vois pas d'issue. J'ai regardé mon frère. Vraiment regardé. L'homme à qui l'on avait tout donné, pour lequel j'avais dû me battre, qui avait dilapidé chaque avantage et s'attendait toujours à ce que quelqu'un d'autre nettoie ses dégâts. Et sous tout ça, j'ai vu le gamin qui jouait au catch avec moi dans le jardin. L'adolescent qui me raccompagnait à l'école quand j'avais peur des plus grands, avant que tout ne tourne mal. Tu as besoin d'une cure de désintoxication, ai-je dit. Pas d'argent. Je sais.
90 jours minimum. Un vrai programme, pas une retraite d'un week-end. Il a hoché la tête, sans me regarder dans les yeux. Si tu fais ça, ai-je dit, si tu t'engages vraiment à te faire aider. Alors nous pourrons parler de la suite, mais pas avant. Et si je ne le fais pas? Alors tu es livré à toi-même. Maman attendait près de ma voiture. Elle avait dû se glisser par une sortie latérale pendant que je parlais à Antoine. Son maquillage était coulé. La façade soignée était complètement effondrée. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, comme si le chagrin et le choc l'avaient compressée. Il m'a laissé quelque chose, a-t-elle demandé doucement. Philippe, dans ce dossier, un message, une explication? J'ai pensé à mentir, à lui dire que papa lui avait écrit une belle lettre pleine de réconciliation et de pardon, mais elle ne méritait pas un mensonge. Elle méritait la vérité. Non, ai-je dit. Il ne vous a pas mentionné du tout. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. 35 ans, a-t-elle murmuré. Je lui ai donné 35 ans de ma vie. Et il a tout laissé il m'a laissé la maison, ai-je dit. Non pas parce qu'il m'aimait plus, mais parce qu'il savait que vous et Antoine la dilapideriez. Et il avait raison. Je faisais ce que je pensais être le mieux pour la famille. Vous faisiez ce qui était le mieux pour Antoine. Il y a une différence. Elle a commencé à argumenter, puis s'est arrêtée. Quelque chose a changé dans son expression. Pas de l'acceptation exactement, mais le début de la reconnaissance. Je l'ai élevé comme j'ai été élevé, a-t-elle dit. Les fils sont des investissements. Les filles sont temporaires. C'est ce que ma mère m'a appris. Grand-mère Élise semble avoir changé d'avis. Un rire amer. Elle t'a toujours préféré. Peut-être qu'elle me voyait plus clairement. Maman a levé la main et a dégrafé son collier de perles, celui qu'elle portait tous les jours depuis aussi longtemps que je me souvienne, et l'a tenu dans sa paume pendant un moment. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle dit. Moi non plus, ai-je admis. Mais peut-être que c'est par là qu'on commence. Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste éloignée, tenant toujours les perles, me laissant seul sur le parking avec le poids de tout ce qui venait de changer. La lecture du testament s'est terminée lentement après mon départ. J'ai entendu les détails plus tard par grand-mère Élise et par Lefebvre. Tante Denise avait tenté de soutenir que la SCI était frauduleuse d'une manière ou d'une autre, mais Lefebvre l'a fait taire avec une documentation remontant à 15 ans, signature notariée, dépôt d'état, rapports annuels, tous les i pointés, tout l'était barré. Oncle François avait pris Antoine à part et lui avait dit qu'il était une déception. Dur, peut-être, mais Antoine a juste hoché la tête. Il était trop vidé pour se battre davantage. Patricia Chevalier m'a appelé ce soir-là. Tu as fait ça magnifiquement, a-t-elle dit. Ton père aurait été si fier. J'ai juste dit la vérité. C'est parfois la chose la plus difficile à faire. Elle m'a dit qu'elle avait regardé la famille partir un par un. Certains s'étaient arrêtés pour serrer la main de Lefebvre et marmonner des excuses pour leurs hypothèses antérieures. Quelques cousins m'avaient apparemment envoyé des SMS, même si je n'avais pas encore consulté mon téléphone. Ta grand-mère est restée jusqu'à la fin, a ajouté Patricia. Elle voulait s'assurer que le message soit clair. Elle a dit à ta mère, tu as fait ça toi-même, Catherine. Ne blâme pas l'enfant. J'ai souri malgré tout. Grand-mère Élise avait toujours eu une colonne vertébrale en acier, même lorsque le reste d'entre nous s'effondrait. 2 jours plus tard, le bureau de Lefebvre m'a envoyé un colis formel, l'accord d'exploitation original, l'acte de propriété, les clés de la maison de la rue des Érables. Tout cela désormais officiellement et publiquement à moi. J'ai tenu les clés dans ma main, le même porte-clés en laiton que papa avait porté pendant 30 ans, avec un porte-bonheur en cuir usé et une minuscule photo de moi à l'âge de 5 ans glissée à l'intérieur de la fenêtre transparente. Il portait ma photo depuis le début. Je n'avais jamais su où regarder. 2 semaines plus tard, j'ai emménagé à nouveau dans la maison de la rue des Érables. Pas de façon permanente, pas au début. J'ai gardé mon appartement en ville pour le travail, mais j'ai commencé à passer les week-ends à la maison, à désencombrer, à réparer les choses que papa avait laissées aller pendant ces derniers mois. La première chose que j'ai faite a été de vider mon ancienne chambre. Les bagages de marque d'Antoine, les boîtes à chaussures pleines de baskets qu'il ne pouvait pas se permettre, le téléviseur à écran plat toujours dans son emballage, tout est allé au garage. Il pourrait le récupérer quand il voudrait,
mais ça ne resterait plus dans ma chambre. Ensuite, j'ai repeint les murs. Un vert sauge doux cette fois, une couleur que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais demandé. Maman vivait dans la chambre d'amis maintenant, en vertu du contrat de bail que nous avions établi. 1 euro par mois. Elle était calme la plupart du temps. Nous ne parlions pas beaucoup, mais nous ne nous disputions pas non plus. C'était une sorte de paix à laquelle je ne m'étais jamais attendu. Maladroite, fragile, mais réelle. Antoine s'est inscrit à un programme de 90 jours près de Biarritz. Un vrai, avec thérapie de groupe et conseils en toxicomanie et sans accès à son téléphone. Je ne lui ai pas rendu visite, mais j'ai envoyé une lettre, juste une ligne, « Je suis de tout cœur avec toi ». Il m'a répondu 2 semaines plus tard. 2 mots, merci. Les dimanches, j'ai commencé à dîner avec grand-mère Élise. Elle venait avec un plat ou une tarte, et nous nous asseyions dans la cuisine où je faisais mes devoirs, et elle me racontait des histoires sur mon grand-père, l'homme têtu dont j'avais apparemment hérité plus que je ne le savais. La maison se sentait différente maintenant, plus légère, comme si elle avait retenu sa respiration pendant des années, attendant que quelqu'un la laisse expirer. J'ai mis des fleurs fraîches sur la cheminée où se trouvait la photo de papa. Des roses jaunes, ses préférées. Hier soir, j'étais assise sur le porche au coucher du soleil, tenant une tasse de thé au gingembre. Le même genre que papa buvait tous les soirs, même si je ne l'ai su que lorsque j'ai trouvé sa tasse dans le placard. J'avais lu sa lettre une centaine de fois maintenant. Les mots s'usaient au pli où j'avais plié et déplié le papier, mais je pouvais toujours distinguer la dernière ligne. Tu es la seule à qui je fasse confiance avec ce qui compte. Pendant si longtemps, j'ai pensé que mon père ne m'aimait pas. Je pensais que son silence était la preuve que je ne méritais pas qu'on parle pour moi, que j'étais invisible pour lui, de la même manière que j'étais invisible pour tous les autres dans cette maison. Mais j'avais tort. Papa ne savait pas aimer à voix haute. Il a grandi dans une famille où les émotions étaient des faiblesses et les actions étaient tout. Alors il m'a montré qu'il se souciait de moi de la seule manière qu'il connaissait, en me protégeant avec des documents quand il ne pouvait pas me protéger avec des mots. Je pensais que la force signifiait riposter, crier, exiger d'être vu. Mais maintenant, je le comprends différemment. Parfois, la force est la patience. Parfois, c'est construire une forteresse si tranquillement que personne ne la remarque tant qu'elle n'est pas déjà debout. Je ne vais pas prétendre que tout est réglé. Maman et moi apprenons toujours à être dans la même pièce. Antoine a 84 jours restants en cure de désintoxication, et je ne sais pas qui il sera quand il en sortira. Certains de mes proches pensent toujours que j'ai manipulé un homme mourant, mais je connais la vérité, et c'est suffisant. Papa n'a jamais dit « je t'aime », mais il a écrit mon nom sur chaque document qui comptait. Il m'a donné la maison où j'ai grandi, la sécurité que ma mère a essayé de me prendre, et un avenir que personne ne pouvait voler. C'était sa façon de le dire, et je l'ai finalement entendu.